pour cette première table ronde, la question qui va nous animer, c'est la suivante. Comment penser l'essaimage avec les structures qui reçoivent l'innovation? Donc, une table ronde animée par Maxime Genaoui-Etier. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle donc Maxime Genaoui-Etier. Je suis responsable de projet à l'ANSA et j'ai travaillé sur l'essaimage à l'ANSA, mais aussi dans mes précédentes fonctions à la ville de Paris. Donc, j'ai aujourd'hui le plaisir d'animer cette première table ronde sur la question, comme tu le disais, Nelly, de l'accompagnement des structures à l'essaimage. Pour cette première table ronde, nous sommes ensemble pour 1 heure, avec un quart d'heure de questions à la fin. Donc, n'hésitez pas, on vous le répète, à poser les questions tout au long des interventions dans le chat. Nelly les fera remonter, Lénotra les fera remonter. Donc, comme tu l'as rappelé, Michel, en introduction, l'ANSA a un historique sur l'essaimage qui nous a permis de tirer un certain nombre d'enseignements que nous avons rassemblés dans la boîte à outils qu'on vous a mentionnée. Et le premier enseignement, et tu l'as bien rappelé, Rachel, est certainement le plus important d'entre eux, c'est que l'essaimage ne peut et en fait ne saurait être une reproduction à l'identique d'un modèle imposé par une structure à une autre, mais bien la transmission de pratiques ou de postures professionnelles innovantes qui prennent en compte la spécificité de la structure d'accueil. Donc, en d'autres termes, l'essaimage, ça ne se décrète pas, ça se construit avec les structures réceptrices, d'où l'enjeu de cette première table ronde. Une fois qu'on a dit ça, un certain nombre de questions peuvent se poser. Comment on fait pour convaincre les structures à s'engager dans une démarche d'essaimage? Comment on mobilise les professionnels? Selon quelle modalité? Comment on s'assure qu'ils s'approprient bien ces pratiques? Et enfin, qu'est-ce que cela implique en termes d'organisation? Donc, pour y répondre, nous avons le plaisir d'accueillir non pas 4, mais 3 intervenants, puisque M. Chenon est excusé, il a eu un empêchement de dernière minute. Mais nous avons tout d'abord Alexis Gourselas. Bonjour, vous êtes responsable du service stratégie et analyse des politiques publiques à la Fédération des acteurs de la solidarité et vous intervenez aujourd'hui au titre du programme SEV. Nous avons M. Jean-Pierre Aranjo. Vous êtes cofondateur de la démarche Accord, qui crée des opportunités d'emploi sur les territoires, on aura l'occasion d'y revenir. Et enfin, Cécile Campi-Bianco, vous êtes directrice déléguée du réseau des groupements de créateurs. Et Cécile, je vais commencer par vous. Les groupements de créateurs, c'est un programme qui s'appuie sur les valeurs de l'entrepreneuriat pour remobiliser les personnes éloignées de l'emploi. Aujourd'hui, c'est un réseau de 32 groupements. Et dans ce réseau, vous poursuivez une démarche d'essaimage dans toute la France. Donc, vous avez une méthodologie dont l'impact a été démontré. Vous avez décroché un certain nombre de financements. Il y a donc une commande publique pour essaimer. Est-ce que ça suffit vraiment pour convaincre les territoires et les structures à rejoindre cet essaimage? Bonjour Maxime, bonjour à tous. Alors, est-ce que ça suffit? Non, mais ça aide quand même beaucoup. D'ailleurs, en parlant d'essaimage, on n'est plus 32, mais 45 groupements de créateurs. Et donc, fortement aidé effectivement par des financements. Donc, Maxime, comme vous le rappeliez, effectivement, il y a une étape fondatrice qui a été une démonstration d'impact par une évaluation randomisée dont les résultats ont été rendus en 2016. Et c'est vrai que cela nous a permis de décrocher donc, des financements dans différents appels à projets, que ce soit le PIA, la France s'engage, le Fonds social européen, et puis plus récemment le PIC, et encore plus récemment le projet Inclusion par le travail indépendant. Et donc, c'est intéressant parce qu'on en rêvait tellement de décrocher ces financements qui nous permettent, en tant que chef de file, ensuite d'approcher de nouvelles structures. En l'occurrence, dans notre cas, ce sont essentiellement des missions locales ou d'autres structures d'insertion qui peuvent porter un groupement de créateurs. Et donc, on était très heureux de venir les voir en disant, bah, écoutez, on a les 15 000 premiers euros, ou là, en ce moment, c'était même un peu plus, pour vous aider à mettre en place un groupement de créateurs supposant de recruter un salarié en interne, etc. Et toutes n'ont pas sauté de joie. Voilà. Et donc ça, c'est vrai qu'au fond, c'était une petite déception, d'autant plus qu'on avait des arguments de démonstration d'impact. Voilà, en fait, ça, évidemment, ça ne se décrète pas, même avec des financements. Donc, évidemment, en fait, c'est d'abord un travail, et heureusement, je dirais, c'est un travail de conviction sur le fond. Que nous devons faire tous les jours, de travailler sur le fond de ce que nous faisons, c'est-à-dire effectivement en fait d'insister davantage sur les nouvelles pratiques que la mise en place d'un groupement de créateurs
peut permettre à une structure telle qu'une mission locale de développer. En l'occurrence, nous, ce sont des pratiques qui consistent à s'appuyer sur l'envie d'entreprendre de jeunes de mission locale pour penser à un nouveau projet professionnel avec une posture qui n'est pas celle de conseil, hein, mais celle plutôt de l'ordre de la maïeutique, où on pose plus de questions qu'on apporte de réponses, voilà, pour permettre aux jeunes, en toute autonomie, de concevoir leur propre projet. Donc effectivement, finalement, c'est sur le fond que les missions locales sont les plus intéressées, donc déjà. Et par ailleurs, eh bien, cette expérience donc de quelques années, hein, disons que ça fait depuis 2017 hein, maintenant qu'on est comme ça sur des schémas avec des financements au niveau national, qu'on est en capacité de redistribuer à des structures qui mettent en place les groupements créateurs. Donc cette expérience, elle nous a fait comprendre quelque chose qui finalement peut paraître évident, mais qui est tellement important, c'est évidemment il faut impliquer les pairs. C'est-à-dire que finalement, nous, même si on est tellement proche des membres de nos réseaux, des missions locales, on n'est pas une mission locale. On est l'Association nationale des groupements créateurs, tête de réseau. Et malgré tout, eh bien, ça peut susciter une forme de méfiance, de réticence, en tout cas pas toujours de la confiance immédiate. Et donc, eh bien, nos meilleurs alliés pour convaincre d'autres missions locales de monter un groupement créateur, ce sont les missions locales. Donc, ça fait quelque temps, effectivement, que toutes nos démarches d'essaimage impliquent des directeurs, mais aussi des professionnels de terrain, de groupements créateurs. Et notamment là, pour finir sur ce point, dans le cadre du plus gros appel à projet, enfin du plus gros financement qu'on ait jamais décroché, dans le cadre de l'inclusion par le travail indépendant, c'est tout récent. On a fait des webinaires hein, qui étaient organisés par l'Union nationale des missions locales. Et dans ces webinaires, eh bien, moi, je suis intervenue pour présenter les groupements créateurs à des missions locales, toujours avec une mission locale qui porte un groupement créateur, avec à la fois un membre de la direction et puis un conseiller qui parlait vraiment terrain, qui parlait vraiment vocabulaire. Et voilà, il n'y a rien de tel, évidemment, et c'est bien normal, pour créer la confiance et de l'intérêt pour ce qu'on fait. D'accord, donc une mobilisation de pair à pair qui semble être la plus efficace. Et cela, sur la question de la mobilisation, cela fait le lien avec les interrogations que vous avez à Sèvres. Sèvres Emploi, donc je me tourne vers vous, Alexis Goursolas. En un mot, hein, rapidement, Sèvres, c'est un programme de formation à destination des structures d'insertion par l'activité économique, les SIAE, qui vise à renforcer l'employabilité des chômeurs de longue durée. Et donc, vous accompagnez des structures depuis 2016 et depuis 2019, vous essaimez votre programme dans le cadre de la stratégie pauvreté. Et en fait, lors de nos entretiens préparatoires, vous m'expliquiez que vous avez fait évoluer ce mode de sélection des structures, qui est donc un peu différent de celui du groupement des créateurs, puisqu'il se basait initialement sur un AMI, un appel à manifestation d'intérêt. Et vous avez modifié ce mode de sélection. Quels enseignements vous tirez de cette forme de mobilisation pour mieux impliquer les structures qui sont réceptrices de cet essaimage? Bonjour à toutes et tous. Donc, pour répondre à votre question, Maxime, première chose, c'est pointer le fait que c'est un contexte pour nous très différent de celui que Cécile Campi-Bianco vient de présenter, dans le sens où le programme Sèvres Emploi en 2016 a vraiment été construit par la fédération en lien avec ses adhérents dès le départ et pensé pour être essaimé dans son réseau le plus proche, donc d'adhérents, même si ensuite ça visait d'autres structures. Donc, Jacques, ça c'est un premier point, c'est qu'on était vraiment dans une démarche qui était pensée par la fédération avec ses adhérents, dans une optique d'essaimage dès le départ, mais sur plusieurs années, et donc auprès de ses adhérents ou de partenaires extrêmement proches. Donc ça, c'est un point qui me semble intéressant à souligner, parce que je rejoins complètement ce qui a pu être dit, que ce soit par Michel comme par Rachel en introduction, sur le fait qu'il y a plein de configurations très différentes d'essaimage liées à des histoires, des modes de fonctionnement, des cultures propres des uns et des autres. Et donc, ça me semble intéressant de situer dès le début éventuellement quelques-unes de ces différences pour bien éclairer tout cela. Et puis sur le fait, effectivement, c'est la question que vous posez, que les projets évoluent énormément dans le temps et qu'on a bien ce double protocole dont parlait Rachel. Et pour répondre du coup très précisément à votre question, le premier point, c'est pourquoi on a changé. On a changé parce que notre action se base sur une formation, vous l'avez dit, de structure d'insertion, et une formation qui est en fait la formation de la totalité de l'équipe de salariés permanents d'une structure d'insertion par l'activité économique. Premier point, donc la totalité d'une équipe à former.
Deuxième point, une formation qui est une formation action avec beaucoup d'engagement demandé aux équipes, avec beaucoup d'actions, beaucoup de temps de travail en intersession et une dynamique très soutenue sur une année entière. Et en fait, c'est ça qui nous a amené à faire le changement de mode de sélection. C'est-à-dire qu'au départ, comme énormément d'acteurs, quand on a une action que l'on lance et dont seulement un nombre très réduit en fait, de structures va pouvoir bénéficier, on passe une forme d'appel à manifestation d'intérêt, d'appel à projet, sur la base de laquelle on va pouvoir sélectionner les structures qui vont ensuite bénéficier de l'essaimage et de ce qu'on met en place. C'est ce qu'on avait fait en 2016 et en 2018 pour les premières vagues qui étaient sur un nombre de structures très, très réduit. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que quand bien même on avait pensé les contenus de ces appels à projets pour s'assurer que l'ensemble de l'équipe de la structure d'insertion adhère au principe de formation-action qui allait lui être apporté, quand bien même on avait pensé à l'enjeu que l'ensemble du conseil d'administration soutienne aussi cette démarche, puisque la formation-action sur une année complète d'une structure dans sa totalité, ça a des implications extrêmement fortes en termes de temps, en termes de disponibilité, en termes d'engagement, de changement de pratique, de changement d'organisation. Ça veut dire qu'il faut que l'ensemble de la structure en soit totalement porteuse. Et donc, quand bien même on avait pensé à des questions permettant de traiter cela, de l'anticiper, on se rendait compte, évidemment, qu'au final, la réponse en appel à projet, ça n'est pas plus que la réponse en appel à projet. Donc, c'est un moment, des éléments de texte qui peuvent être rédigés rapidement, en peu de temps, par une direction de structure qui peut en avoir parlé à son équipe, mais peut-être pas très longtemps, peut-être pas de manière très détaillée, peut-être pas en anticipant toutes les implications que peut représenter le programme ensuite. Et donc, on peut se retrouver en fait avec des facteurs de fragilité et donc avec des structures qui ont certes un très bon dossier de candidature, qu'on a retenu sur cette base, mais qui, au moment où on commence l'action d'essaimage, se rendent compte que finalement, elles étaient peut-être pas si prêtes que ça, ou pour mieux le dire, qu'en fait, le programme ne leur convient peut-être pas tant que ça. Et ça nous a amené évidemment à voir quelques situations d'échec dans les premières années d'expérimentation, justement à cause de cette distance. Quand je dis échec, ce n'est pas un échec de la structure, c'est un échec collectif, dans le sens où, évidemment, si on n'a pas pu suffisamment bien présenter notre action, ce qu'elle implique et ce qu'elle engage à une structure, c'est bien sûr de notre responsabilité, et surtout que dans ce cas de figure-là, notre intérêt est évidemment que le programme fonctionne pour le programme, pour la structure qui va en bénéficier et s'impliquer dedans, et pour l'ensemble des acteurs qui le mettent en place. Donc, au moment de construire notre proposition d'essaimage beaucoup plus massif, France entière, à partir de 2019, avec le soutien majeur de la délégation pauvreté de la DGFP dans le cadre de la stratégie pauvreté, on a voulu faire autrement. Et donc, on a pu faire autrement. Qu'est-ce qu'on fait? On a pu faire autrement grâce au financement de l'État qui couvre l'ensemble des coûts que l'on a. On a pu faire autrement, c'est-à-dire, en fait, on a supprimé des phases de réponse à appel à projet. On est passé par, et on passe toujours par des animateurs et des animatrices en région qui vont présenter l'action, le programme, dans tout ce qu'il implique à toutes les structures qui sont intéressées et qui, pour des structures qui souhaitent aller plus loin, vont en fait faire une forme de visite sur site, de rencontre avec l'ensemble de l'équipe de salariés permanents, avec la direction, et avoir un vrai temps de présentation, de discussion, presque de projection déjà collective sur ce qu'impliquerait le suivi de la formation-action de la part de la structure, de telle manière qu'en fait, eh bien, finalement, on puisse, et la structure et l'animation régionale, cheminer ensemble pour essayer d'arriver à une candidature qui soit confirmée par la direction de la structure à l'issue de tous ces échanges, et du coup en tenant compte de la dynamique de groupe, de la mobilisation de l'ensemble de l'équipe permanente, du conseil d'administration. Je dirais qu'une mobilisation, entre guillemets, réelle, en tout cas attestée réellement, par une demi-journée ou une journée d'échange et de discussion. Et on demande ensuite, on ne prend pas la décision tout de suite, mais on demande ensuite d'avoir un nouvel échange avec la direction de la structure quelques jours, quelques semaines après, pour, sur la base de ces premiers temps de discussion, confirmer la candidature de la structure. Et c'est seulement à partir de cela qu'on a une fiche synthèse qui est standardisée, qu'on a construite nationalement, qui permet de situer la structure à partir de l'échange collectif sur un certain nombre de conditions de réussite de la formation-action. Et c'est en fait sur cette base que l'animation régionale, les services déconcentrés de l'État donnent un avis, et ensuite qu'au niveau national, avec la DGFP et la délégation pauvreté,
on décide de l'entrée ou non de la structure dans le programme. Donc voilà, on a vraiment choisi de privilégier cette modalité-là pour être certain que tout le monde candidate bien dans le bon esprit à un programme en étant complètement conscient de ce qu'il représente, de telle manière qu'on ait la meilleure adhésion possible et qu'on limite les effets de surprise et les risques de difficultés, y compris de perte de temps pour la structure si elle s'engage sur une action qui finalement ne lui convient pas. Merci beaucoup. On reviendra certainement sur ces questions de préparation à l'essaimage et de l'ingénierie elle-même du projet avant l'essaimage. Mais avant de passer la parole à M. Aranjo, je crois que Cécile, vous vouliez réagir sur la sélection des structures. Oui, non, je voulais réagir au fait, parce que je ne l'ai pas expliqué, qu'on n'est pas du tout un modèle pensé d'en haut. Le Groupement Créateur est né dans une mission locale à Sénart, en Seine-et-Marne. Et aujourd'hui, on a un label, mais ça, je pense, Maxime, qu'on en parlera plutôt après, du label, un modèle en fait, qui a été co-construit par l'ensemble des membres du réseau. Voilà, je voulais juste apporter cette précision pour ne pas donner l'impression qui serait totalement fausse qu'on serait sur un modèle venant du national vers le local. Merci beaucoup Cécile pour cette précision. On reviendra effectivement vers vous et du coup, je me permets maintenant de passer la parole à M. Aranjo pour en venir vraiment à l'accompagnement puisqu'on en vient à ce sujet. Donc Jean-Pierre Aranjo, vous êtes cofondateur d'Accor et à Accor, vous cherchez à renforcer le lien entre l'entreprise, le lien entreprise, des structures qui accompagnent les demandeurs d'emploi en situation d'exclusion professionnelle. Et dans nos échanges initiaux, vous avez beaucoup insisté sur le fait que vous ne prenez pas une méthode d'intervention unique, mais bien que vous mettez à la disposition des structures SME une boîte à outils. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette boîte à outils qui sert à SME? Oui, bonjour, merci de l'invitation. Oui, on préfère les outils à la méthode, parce que les outils, il peut y en avoir plusieurs, alors que la méthode, si on se trompe au départ, on se trompe à l'arrivée. Donc, on a 100% de réussite dans ce cas-là. On a été surpris par ce qu'était l'essaimage parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Donc, nous n'étions pas des essaimeurs. Et c'est au fil de l'eau qu'on a compris que pour essaimer, il fallait toujours s'adapter et que pour s'adapter, il fallait être souple. Voilà. On a compris aussi très vite qu'on peut vite être en situation d'échec dans l'essaimage quand on ne se rend pas compte que quand on essaime quelque chose de nouveau, ça impacte l'organisation que nous avons en face, les acteurs, ceux qui décident comme ceux qui font. Et en fait, si on devait résumer ce qu'est l'essaimage de Accor, Accor, c'est juste une structure d'insertion professionnelle qui est en bas, au pied des Pyrénées, qui s'est dit qu'il avait des outils sympas à développer auprès d'autres acteurs pour mettre en place des circuits courts au bénéfice notamment des bénéficiaires des minima sociaux pour qu'ils aillent sans filtre et le plus tôt possible vers l'entreprise en emploi. Voilà. Une fois qu'on s'est dit que nos outils étaient sympas, on s'est dit qu'ils pourraient plaire à tout le monde. Oui, pourquoi pas sur le papier, mais sauf qu'on n'avait pas encore compris que plaire ne signifie pas essaimer. Et en fait, on s'est rendu compte, on a pas mal essaimé depuis 3 ans, et on s'est rendu compte qu'il y a autant d'essaimés que de modèles d'essaimage, finalement. C'est pour ça qu'on préfère parler de boîte à outils pour pouvoir s'adapter à ce que doit être la problématique du territoire ou du public, voire même celle de l'opérateur. Et en clair, il y a quelques années, on était parti sur un modèle très simple en disant on fait un truc sympa qu'on va apprendre aux autres et pour lequel on va délivrer un support technique qui pourra leur donner en temps réel des réponses pour mener les actions. Et on s'est rendu compte que c'était sans doute le premier modèle parmi d'autres que nous devions mettre en place. Aujourd'hui, quand on a affaire à quelqu'un qui est intéressé par nos outils, on lui décrit pas forcément ce qu'on fait. On lui parle un petit peu de nos résultats, mais surtout on lui dit de venir goûter le produit en clair. Parce que on est des passionnés dans ce qu'on fait, on sait en parler. Très bien, mais au-delà des mots, il faut voir quelles sont les actions. Donc, toutes les réussites d'essaimage qu'on a eues jusqu'à ce jour sont issues des venues des gens chez nous. C'est-à-dire, on leur a dit, venez, on ouvre le placard, sur les étagères, vous prenez ce que vous voulez et on vous en parle. Donc, on leur a fait faire des immersions, des mises en pratique, on leur a fait des briefings et des briefings, tout ce qu'on peut faire quand on accueille quelqu'un chez soi
Et après, on leur a dit, ben, choisissez. Choisissez de nous prendre ou pas. Et si vous nous prenez selon les conditions qui vous plairont le plus. Et du coup, on s'est rendu compte qu'on pouvait s'aimer soit en étant des outilleurs, et on sait outiller et on sait faire le SAV aussi de l'outil quand l'outil fonctionne moins bien, mais comment on apporte les bonnes pièces détachées ou les bons conseils pour que ça fonctionne mieux. Mais aussi, on s'est aperçu que parfois, la structure qui voulait utiliser nos outils nous disait finalement, peut-être que nous, on n'est pas prêt à faire, mais on est prêt à vous accueillir. Donc, du coup, on est passé de outilleur à installateur, si vous voulez. Donc, en fait, ça, on ne l'avait pas du tout prévu dès le départ. Donc, aujourd'hui, quand on essaime, on dit aux gens qu'on peut les outiller, on dit aux gens qu'on peut venir, on dit aux gens qu'on peut faire les deux sur un territoire, être autant présent qu'être outilleur de leurs agents, qu'il s'agisse de collectivités publiques ou d'opérateurs d'insertion. Mais en aucun cas, on est parti sur une méthode établie un jour au coin d'une table en se disant que c'était celle-là qui ferait matcher l'offre et la demande d'emploi, mais on est parti désormais en se disant on a des outils, ils vont évoluer aussi grâce aux SME, et l'essaimage nous a fait comprendre que si on voulait se développer, c'était aussi grâce aux gens qui nous faisaient confiance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de créer une sorte de réseau qui est plutôt une communauté de réflexion annuelle sur autant se dire les choses. Si ça ne marche pas, autant se le dire, on perdra moins de temps. Et si on veut expérimenter, parce que essaimage et expérimentation sont presque synonymes si on veut se développer, pourquoi pas le faire aussi grâce aux SME qui ont parfois des idées meilleures que les nôtres parce qu'ils ont testé différemment. Donc voilà, donc en fait, ce n'est pas qu'on n'a aucune méthode, mais on a beaucoup d'outils. Si, effectivement, c'est un élément sur lequel on revient beaucoup aussi dans le guide de l'essaimage, la communauté des SME qui est très importante, qu'il faut continuer d'animer parce qu'en fait, elle est aussi utile aux structures réceptrices qu'à la structure initiale qui se saisit voilà, de sa méthode, ou en tout cas un certain nombre de pratiques qui sont mises en place dans un contexte très différent. Et je pense que sur cette question des outils, la NGC, donc le réseau des groupements de créateurs, a aussi beaucoup à nous apprendre. Cécile, comment vous pensez un petit peu l'équilibre entre donc la libre adhésion dont vous parliez et en même temps la nécessité de transmettre un certain nombre d'outils? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Je trouve ça très drôle parce qu'on voit qu'il y a autant de réseaux que de modalités d'essaimage et que, évidemment, en fait, les méthodes d'essaimage dépendent évidemment du contexte et de l'objet de l'essaimage. Parce que nous, Monsieur Aranjo, justement, on ne diffuse pas d'outils surtout, mais plutôt de la méthode. Donc, voilà, pour dire un mot en termes d'outillage, donc, le premier groupement créateur est né dans une mission locale à Sénart, fondée par Didier Dugas, qui était à ses rencontres d'ailleurs l'année dernière. Et là, fortement encouragé par la délégation interministérielle à la ville, la mission locale de Sénart a commencé à témoigner auprès d'autres missions locales de cette expérience dans une mission locale, de parler d'entrepreneuriat et d'encourager des jeunes à exprimer leur envie d'entreprendre et à les accompagner, à faire émerger ce projet. Voilà. Et puis, au bout d'un moment, ça devenait un petit peu problématique que la mission locale de Sénart, en tout cas les personnes qui s'occupaient de ce projet, soient plus souvent à Marseille, à Lille qu'à Sénart, d'où la création d'une association dédiée, l'Association nationale des groupements créateurs, avec une fonction de tête de réseau qui est à la fois d'animer le petit réseau qui commence à se constituer, avec notamment à l'époque les émissions locales de Marseille, Lille, Tarbes d'ailleurs, et puis de développer petit à petit. Mais néanmoins, en fait, donc, comme je le disais tout à l'heure, nous, ce qui est fondateur dans notre méthode d'accompagnement, c'est vraiment de rendre les jeunes qu'on accompagne acteurs de leur projet. C'est vraiment eux qui font et nous, on n'intervient pas du tout sur le projet. C'est vraiment la règle ultime, c'est ce qui nous définit. Et donc, le réflexe de l'association nationale, c'était de faire exactement pareil avec les structures qu'elle souhaitait encourager à monter un groupement créateur. Et donc, pendant plusieurs années, c'est vraiment de cette manière-là qu'a été essaimé, c'est de dire, écoutez, voilà, nous, ce qu'on fait,
Ça vous intéresse? Très bien. Bah, écoutez, un peu débrouillez-vous pour monter un groupement créateur à votre sauce parce que voilà, c'est important que ce soit vous qui fassiez. Et donc, nous, on va limiter finalement ce qu'on va vous transmettre, mais de façon absolument assumée et pas par égoïsme ou quoi que ce soit, mais comme une méthode. Eh bien, voilà, donc l'équipe à l'époque était vraiment attachée à ça. Et puis, bien, au bout d'un moment, cette manière d'essaimer a montré ses limites. En tout cas, nous, dans notre contexte, encore une fois, d'émissions locales et avec cet outil qu'on essaime, puisque ce qui s'est passé, c'est que d'une part, seuls les super motivés allaient au bout de cette démarche de tout repenser par elles-mêmes. Alors, ce qui est génial, parce que du coup, on a les meilleurs dans le réseau, mais ils ne sont pas très nombreux. Donc ça, c'est un peu le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient, c'est que petit à petit, on a eu un réseau, mais qui pouvait difficilement parler en tant que réseau, puisqu'on avait une certaine hétérogénéité dans les manières de faire, puis finalement aussi dans les objectifs, et finalement dans les finalités, puis finalement dans les publics ciblés. Et donc, au bout d'un moment, on s'est retrouvé avec un ensemble d'acteurs qui s'appelait Groupement Créateur, mais qui ne faisaient pas du tout la même chose, ce qui pouvait porter préjudice à la visibilité, la lisibilité, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2010, on a décidé de se porter candidat pour être l'objet d'une évaluation randomisée d'impact que je mentionnais tout à l'heure dans le cadre du Fonds d'exploitation pour la jeunesse. Et ça supposait, selon les évaluateurs, là ce sont eux qui sont venus nous dire, écoutez, pour pouvoir être évalué, il faut quand même avoir une certaine relative homogénéité de modalités de mise en œuvre de votre outil pour pouvoir être évalué comme quelque chose de commun. Et donc, c'est à ce moment-là, finalement, c'est cette première réaction. Et puis, au fond aussi, comme je vous le disais, le fait qu'on soit allé un peu au bout du modèle très libre adhésion et libre de on fait comme on veut, voilà, que petit à petit, on a entamé, mais ça a pris 3 ans, la construction, donc la co-construction en fait, d'un label qui est décrit par un cahier des charges, mais dont chaque ligne, chaque mot a fait l'objet de débats assez longs. Voilà, pour tous se mettre d'accord. Donc là, ce n'est pas du tout la tête de réseau qui a écrit, c'était la quinzaine de groupements créateurs qui constituent le réseau qui ont écrit ce cahier des charges, ce label. On a été accompagné pour ça vraiment par un cabinet de conseil que je vais citer parce que vraiment l'accompagnement était précieux, donc ça s'appelle Mancia Conseil. Voilà, vraiment pour à la fois avoir une bonne méthode de co-construction et que tous les membres du réseau soient impliqués et que ça vienne vraiment d'eux. Et puis aussi dans le choix de où est-ce qu'on met le curseur. Et ça c'est très important. C'est-à-dire qu'on a réussi à définir un label, alors qui, dans notre cas, définit dans le marbre notre finalité, qui est l'insertion professionnelle et pas la création d'entreprise, les publics ciblés qui sont demandeurs d'emploi plus qualifiés, des objectifs pédagogiques, en gros des étapes pédagogiques, mais alors surtout pas d'outils, parce que nous, dans notre écosystème, si on vient vers des professionnels de mission locale et on va leur dire l'atelier, il faudrait l'animer de telle manière, ou il faudrait… Alors là, on risque au contraire d'avoir plutôt des remparts. Donc, totale liberté justement sur le choix des outils, sur le comment je fais, mais par contre, pour qui je le fais et pourquoi je le fais, ça a été vraiment gravé dans le marbre. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce label nous a beaucoup aidé à essaimer parce que tout d'un coup, il a rendu aussi notre objet beaucoup plus lisible et beaucoup plus transférable. Voilà, c'était assez clair de qu'est-ce que ça suppose un groupement créateur. Et puis, avec cela, on a aussi consolidé notre activité de formation des professionnels, donc en allant un peu plus loin que les équipes d'avant, voilà, sur comment est-ce qu'on met en place un groupement de créateurs. Voilà, donc aujourd'hui, notre SMH s'appuie sur un label qui donc fixe des choses, mais laisse énormément de marge d'autonomie sur les outils, puis sur tout ce qu'on peut y ajouter en plus sur ce tronc commun, ce socle fondamental. Merci Cécile, et je crois que c'est une très bonne chose que chacun ait son propre approche de l'essaimage et qu'au contraire on voit les spécificités qui font la richesse
des différents types d'essaimages. D'ailleurs, je crois qu'au sondage qu'on a posé au début aux participants, l'une des premières demandes, c'était s'inspirer des pratiques. Donc, je pense qu'ils ont à voir maintenant un panel de pratiques très différents. Et pour rester sur la notion de réseau et la notion de comment on communique au sein d'un réseau des SMI, je vous voyais être d'accord, M. Bourselas. Est-ce qu'à la phase, vous avez certainement une réflexion sur ces questions-là? Est-ce que vous souhaitez rebondir? Oui, donc nous, on a de toute manière, je dirais de manière générale, une animation auprès de l'ensemble de notre réseau régulière sur ces emplois comme sur beaucoup d'autres sujets et qui vise effectivement à favoriser le partage d'expériences et d'idées, je dirais, quelle que soit la taille du projet, du programme, de l'expérience ou autre. Je rejoins complètement ce qui a été dit, l'enjeu de permettre aux gens de partager des choses, des idées, des pratiques. Ensuite, à certains moments, ça va aller loin sur l'outil, ça va aller loin sur la méthode, ça va aller jusqu'à l'essaimage en tant que tel. Mais tout ça ne pourra que découler de premier temps qui est d'avoir une animation de réseau au sens très large et cette capacité à permettre aux gens de se rencontrer et de discuter. Et après, dans le cas de CEL, effectivement, on travaille aussi dans ces dynamiques-là avec une animation régionale dont le rôle n'est pas seulement le travail sur la mobilisation et la sélection des structures, comme je l'indiquais au début, mais qui est aussi d'organiser des temps d'échange de pratiques entre les structures qui sont elles-mêmes, j'allais dire, bénéficiaires entre guillemets de l'essaimage, mais aussi d'échanges au-delà avec beaucoup de partenaires qui peuvent être intéressés, des structures qui peuvent vouloir candidater plus tard ou juste entendre d'autres pratiques, d'autres modes de fonctionnement sur la relation à l'entreprise, mais aussi tout type de partenaire qui finalement peut à un moment se dire cette modalité de relation à l'entreprise pour l'accès à l'emploi nous intéresse, donc parlons-en et puis on verra bien ce que cela donne. Je crois que c'est effectivement un point très important de se dire que souvent, ça peut être une forme d'essaimage d'ailleurs en tant que tel, mais même sinon, en amont, il faut toujours qu'il y ait du temps d'échange entre les structures qui soit parfois extrêmement libre et ensuite, on voit ce qu'on en fait. Mais c'est une condition nécessaire pour énormément de choses et parfois d'ailleurs, un essaimage, c'est en réalité surtout du temps de discussion et d'échange entre des structures. Je crois qu'il y a un grand enjeu, pour revenir sur la notion d'ingénierie de projet que vous mentionniez tout à l'heure, au fait que vous prenez la parole, tous ces temps d'ingénierie, on a l'impression qu'ils sont souvent peu pris en compte, pas assez pris en compte quand on pense l'essaimage et quand on le finance notamment. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu expérimenter, ça, se concentrer sur l'essaimeur lui-même, tous ces temps et ce financement des moments d'ingénierie de projet et d'échange? Alors, oui, avec deux cas de figure très différents. Premier point, notre chance a quand même toujours été d'être vraiment très soutenu par la DGEFP, G2R La Mondiale, la Fondation de France. Donc même dans les premières phases d'expérimentation, dans les tout premiers temps d'essaimage, on avait un soutien financier pour la fédération, mais aussi, et ça on l'avait pensé dès le départ, une dotation pour les structures qui vont recevoir, entre guillemets, je suis désolé, le mot n'est pas très beau, qui vont recevoir le programme. C'est-à-dire qu'on avait prévu dans le budget qu'elles aient une dotation qui leur permette de dégager du temps pour suivre la formation, puisque la formation de la totalité d'une structure d'insertion par l'activité économique, ça se traduit parfois par des arrêts de production, donc il y a des baisses de chiffre d'affaires, donc une dotation pour permettre à la structure de suivre la formation et de la mettre en place. Donc je dirais qu'il y avait un premier temps d'ingénierie, tant à notre niveau qu'au niveau de chacune des structures, qui était déjà financé. Par contre, c'est vrai qu'ensuite, on a eu tout un temps de construction de l'essaimage qui a nécessité au début beaucoup d'engagement de la fédération en propre et une capacité que l'on a parce qu'on est une grosse structure et qu'on a à la fois des capacités de trésorerie qui permettaient d'attendre que les négociations aboutissent pour que le financement arrive de manière rétroactive, qui permettaient aussi parfois de prendre des risques sur un certain nombre de postes au sein de la fédération. Et ensuite, notre grande chance, et vraiment, je le dis de manière extrêmement sincère, c'est d'avoir eu avec la délégation de pauvreté et la DGEFP un dialogue extrêmement riche, une très grande marque de confiance qui font qu'on a ensuite pu, dans le cadre de l'essaimage, avoir un financement très fort couvrant la totalité des besoins que l'on avait et qui permet cet essaimage, tant au niveau de la fédération en tant que tête de réseau porteuse de l'essaimage que des structures qui le reçoivent. Donc vraiment un très grand soutien de ce point de vue-là, mais c'est vrai que clairement on a pu le faire grâce à ce soutien financier et parce qu'on a pendant un moment, et ça je pense que c'est un vrai sujet d'expérimentation et d'innovation sociale au sens large, nous la capacité d'absorber quelques chocs à minima de trésorerie, parfois de chocs en tant que tel, et tous les acteurs n'ont pas forcément cette capacité. Donc il y a un enjeu, je pense, de politique publique au sens de se dire que l'innovation ne peut pas être, y compris dans l'essaimage,
portée que par des grands acteurs qui peuvent encaisser ce type de choc-là. Il faut qu'elle puisse être accessible à beaucoup plus d'acteurs que cela. Donc ça, c'est un enjeu, je pense, au-delà de notre propre programme, mais pour les suites des politiques d'expérimentation et de passage à l'échelle. Vous faites le lien avec notre troisième table ronde, mais avant d'y venir, peut-être donner la parole une dernière fois à Monsieur Aranjo. Je vois qu'il nous reste quelques minutes avant de passer aux questions. Puisqu'on est sur la question, puisqu'on se concentre sur l'essaimeur, la structure qui essaime, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de la professionnalisation de l'essaimeur? Vous disiez que ça n'allait pas de soi, qu'il y a toute une nécessité à apprendre à essaimer. Est-ce que vous souhaitez revenir dessus ou peut-être rebondir sur les interventions précédentes? L'idée, l'outil ou la méthode ne fait pas l'essaimeur, hein. C'est presque un métier en lui-même. Nous, on n'est plus les mêmes depuis 3 ans. On ne parle plus de la même manière de nos outils, des résultats que l'on recherche et des impacts attendus ou risqués. Finalement, si on devait retenir une leçon de ce qu'est l'essaimage, c'est qu'il faut rester très très humble et se dire que la vérité est en face. Voilà. À partir de là, on peut essaimer parce que oui, mais la vérité est en face et plus on sera dans la co-construction, mieux on essaimera. En clair, nous, ce qu'on fait par exemple en Eure-et-Loire ne ressemble pas du tout à ce qu'on fait en Ardèche ou dans les Hautes-Pyrénées. Et pourtant, l'objectif est le même. Voilà. Sauf que la façon de recevoir l'essaimage, les moyens mis en place, la réactivité des acteurs, quels qu'ils soient, n'est pas la même. Donc, à partir de ce moment-là, ben oui, la vérité est en face et il faut faire preuve de tout dans l'essaimage, sauf d'empressement, sauf d'esprit commercial, parce que là, on se trompe. Et donc, il faut avoir une stratégie au long cours et surtout, il ne faut pas confondre la vitesse et le mouvement. Il vaut mieux préférer le mouvement. Très bien, sur ces très bonnes paroles, je propose donc de laisser maintenant la parole aux spectateurs. Si vous avez des questions, profitez-en. Nous avons donc les 3 intervenants qui peuvent y répondre. Nelly, je ne sais pas si tu as déjà recueilli des questions, sinon n'hésitez pas, je vois qu'on commence à en avoir. Donc On a une toute première question. Merci Annabelle d'avoir ouvert le bal. Donc, quelle organisation en interne pour permettre aux équipes d'adapter en permanence leurs pratiques et de bien faire remonter les nouvelles pratiques? Effectivement, c'est une question aussi que je me posais de recouper avec l'idée de comment on anime cette communauté concrètement. Vous avez tous parlé d'avoir une communauté de réflexion, avoir des temps d'échange de pratiques entre structures et même au-delà. Voilà, comment on le met en place concrètement. Et puis une deuxième question, comment motiver les structures à prendre le temps pour échanger entre elles, tout à fait en lien. Peut-être Jean-Pierre Aranjo, si vous voulez nous expliciter comment vous pensez cette animation de la communauté des essaimés, cette réflexion annuelle que vous évoquiez. Alors franchement, je ne pensais pas être le meilleur sur le sujet parce qu'on a une super méthode, nous, qui s'appelle le fil de l'eau. On est tout jeune, hein. On essaime que depuis 3 ans et on y va de manière raisonnée pour être raisonnable. Donc en fait, c'est le fil de l'eau qui nous conduit et à chaque nouvel acteur essaimé ou nouveau territoire impacté, on adapte notre communication. On aime beaucoup aussi mettre en relation les essaimés de manière informelle, c'est-à-dire on peut se permettre en étant essaimeur de ne pas toujours être dans le tuyau des relations. Voilà. Il peut y avoir du transversal entre les essaimés parce que quand ils discutent entre eux, c'est aussi intéressant que quand à chaque fois nous y sommes. Donc on n'a pas le monopole ni de la prise de parole ni du don de la parole, mais en tout cas on dit aux gens en Eure-et-Loire, écoutez, si vous voulez vous inspirer de ce qui peut se passer dans une région rurale, appelez directement l'Ariège. Comme ça, vous serez d'acteur à acteur, ce sera opérationnel et nous, on ne servira pas de filtre. Donc, on joue aussi sur des mises en relation entre des gens qui utilisent nos outils sans pour autant qu'on soit toujours dans le tuyau parce que des fois, ils discutent mieux entre eux qu'avec nous, tout simplement.
Merci. La stratégie du fil de l'eau. J'ai vu que Sophie Roche levait la main, mais peut-être Alexis Goursolas, est-ce que vous voulez nous partager les modalités d'animation? Cette communauté d'essaimés, d'essaimeurs et bien au-delà, vous disiez. Oui, puis je crois que Cécile voulait aussi prendre la parole. Pour nous, en tant que tête de réseau, c'est un fonctionnement qui est assez naturel, dans le sens où on a vraiment été fondé par des associations pour remplir. Donc, on a des effectifs qui permettent de le faire, qui sont pensés pour cela. Et ensuite, ce qui était très important, c'est que l'État, la DGFP, la délégation de pauvreté, ont tout de suite compris en fait pourquoi dans notre SMH, on proposait d'avoir une animation régionale et nationale. Et ça, je crois que c'est aussi un point très important, c'est de se dire, il y a l'essaimage sous l'angle, pour ce qui nous concerne, de la formation action de structure, donc c'est quelque part le cœur du réacteur, mais il n'y a pas que ça. Et il faut autour reconnaître ces enjeux d'animation, de partage, et donc les financer. Et très clairement, je pense que c'est une des conditions pour le faire, c'est d'avoir la capacité de le faire, et donc d'avoir eu dès le début une bonne compréhension que oui, ce partage-là, il était en fait très important. Et donc le permettre, ce n'était pas de l'accessoire, c'était pas un luxe, c'était un élément central de la réussite. Et donc, il faut pouvoir le faire, il faut qu'il y ait du temps financé pour cela. Merci, Cécile. Je te laisse réagir. Oui, alors je voulais juste réagir. Effectivement, c'est une vraie question. Comment est-ce qu'on exploite en fait toute la richesse du réseau qui peu à peu se constitue et qui développe des expériences très diverses sur leur territoire. Donc nous, depuis plusieurs années, on rassemble 1 à 2 fois par an les professionnels du réseau. Donc là, on commence à être vraiment nombreux. En présentiel, sur toute une semaine, avec des présentations d'outils développés par les uns et par les autres. C'est dans ce cadre aussi qu'on a construit, par exemple, notre cahier des charges du label. Mais effectivement, c'est un vrai sujet de comment motiver les personnes à venir, parce que typiquement, il faut vraiment qu'on insiste pour dire que c'est hyper important. Souvent, ce sont les directions des structures qui disent ah ben non, mon salarié pendant toute une semaine pour des mutualisations de pratiques, ça commence à bien faire. Et puis en fait, à la fin de la semaine, tout le monde est tellement content, heureux, etc. Donc c'est vraiment fondamental, effectivement, en termes de mutualisation de pratiques, puis aussi en termes de sens commun, en termes d'identité du réseau, en fait, parce qu'ils sont un peu parfois isolés sur leur territoire. Et c'est évidemment très riche d'avoir nos collègues réunionnais, guadeloupéens, du sud de la France, du nord de la France, mutualisés. Et donc, pour insister sur cette question qui, pour nous, est une question aussi de professionnalisation et d'amélioration d'impact, la mutualisation de pratique, puisque si on ne veut pas, c'est ce qui est essentiel pour rester vivant, eh bien, on l'a mis comme un incontournable de notre cahier des charges du label. Voilà, donc on déteste avoir à recourir à ça, mais de rappeler que c'est un point fondamental aussi sur lequel ils se sont engagés. Faire partie d'un réseau, c'est aussi s'engager à partager et à se nourrir auprès des autres. Merci Cécile. Donc l'engagement et puis l'enjeu de prévoir le financement aussi de cet échange, ce partage, cette animation. Sophie Roche a levé la main. Sophie, est-ce que vous êtes avec nous? Normalement, vous devez pouvoir poser votre question ou intervenir, contribuer directement. Donc Sophie Roche, je suis directrice adjointe de Convergence France, et c'est vrai que ce sujet du changement de métier, parce que effectivement, c'est pas du tout la même chose qu'être porteur d'un projet sur son territoire, un territoire qu'on connaît bien et où on agi en tant que coopérateur finalement, et passer de ce métier-là de porteur de projet à porteur d'un essaimage dans des territoires qu'on connaît pas forcément. Alors je parle pas pour la fédération, pour la FAS évidemment, c'est leur métier. Mais c'est pas du tout la même chose, et c'est quelque chose qu'en fait en tout cas pour ce qui nous concerne, on n'avait pas forcément anticipé dans cette dimension-là, et c'est un sujet sur lequel on n'a pas forcément été
alors j'allais dire, enfin alerter. C'est vrai que l'État nous a fait confiance, hein, avec un soutien fort de la DGEFP dans le cadre de la stratégie pauvreté. Mais se questionnons autour de est-ce qu'on aura la capacité finalement de passer de ce métier de porteur de projet à celui de porteur d'un essaimage, et qui est encore une fois un métier qu'on découvre au fil de l'eau. C'est une vraie interrogation, parce que effectivement c'est un enjeu d'adaptation de la pratique, et je pourrais y revenir tout à l'heure. Mais moi j'avais une question, et c'est un petit peu un sujet que vient d'évoquer Cécile Campi, sur finalement on a dans la mission d'essaimage, on est un peu on souhaite essaimer, et on est missionné pour essaimer une certaine, enfin un outil, un programme, etc. Et donc en général ça se passe bien. Mais j'ai aussi une question par rapport à comment vous gérez en fait le cas des structures qui sont engagées dans cet essaimage et qui sortiraient du cadre finalement, parce que on est un peu garant de ce cadre-là. Et comment on gère ces situations-là? Merci. Eh bien, alors, nous, on a un cadre pour le faire, qui est notre procédure de labellisation. Et en fait, c'est organisé de cette manière-là. Ça commence par la structure qui décrit la manière dont elle va mettre en place le groupement créateur. Donc ça, c'est un dossier qu'on instruit. À un moment, on dit « go », ça ressemble aux attendus du cahier des charges. Et ensuite, le groupement créateur démarre. Et au bout d'une première année d'activité, il va y avoir un premier rendez-vous où là, la structure va décrire de quelle manière elle a mis en œuvre son groupement créateur. Et donc, c'est là que nous, on va regarder par rapport aux attendus du cahier des charges. Et s'il y a des éléments incontournables qui ne sont pas respectés, eh bien, on réunit une commission nationale de labellisation, donc ce n'est pas que nous qui prenons cette décision, va proposer à la structure de mettre en place les mesures pour se rapprocher des attendus du cahier des charges, et il va lui donner un autre rendez-vous, alors selon ce qui doit être corrigé, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, voilà, pour permettre à la structure de mettre en place les choses. Et alors là, qu'est-ce qui se passe donc concrètement? Soit effectivement, en fait, la structure a vraiment la volonté d'être dans le cahier des charges, mais a rencontré telle ou telle difficulté, ou alors avait mal compris certains aspects, ou alors la direction a changé, etc. Auquel cas, eh bien, effectivement, les choses reviennent dans l'ordre, et puis elles obtiennent le label. Ou alors, parfois, ça nous permet de mettre le doigt justement sur des structures qui, au fond, n'étaient pas tout à fait convaincues. Parfois, sont venues plutôt parce qu'il y avait des financements que parce qu'il y avait cette approche. On a parfois ce cas avec des structures qui avaient elles-mêmes un dispositif, en fait, et elles n'avaient plus de financement pour ce dispositif. Elles se sont glissées dans le groupement créateur pour continuer, mais tout en continuant ce qu'elles faisaient avant. Voilà, donc voilà, c'est arrivé. Voilà, quelquefois, effectivement, que la structure n'est pas labellisée. Donc, au bout d'un moment, elle sort du réseau, mais de toute façon, ça vient juste acter le fait qu'il y avait une différence d'intérêt sur le fond au départ. Merci Cécile. On a une question dans le chat de Michel Pasteur qui soulignait qu'effectivement Alexis Bourselas mettait en avant la difficulté pour les petites structures d'être essaimeurs. Et du coup, la question s'adresse à vous, Jean-Pierre Aranjo. Est-ce que vous pourriez témoigner du cheminement pour votre structure de cet essaimage? Je crois que vous en avez déjà parler, évoquer le sujet avec l'enjeu de la professionnalisation du réseau Accor, mais peut-être qu'il y a d'autres éléments à souligner, les risques pris et les satisfactions aussi que vous avez eues pour votre structure. Oui, l'enjeu, c'est de ne pas exploser en plein vol, parce que c'est ça l'essaimage. L'essaimage, c'est du développement. Et le développement, on n'est pas forcément prêt. Voilà. Nous, pour vous donner 2 chiffres, en 2018, on accompagnait à peu près 1200 personnes sur 3 départements, et 3 ans plus tard, on accompagnait 3500 personnes sur 10 départements. Donc voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, il faut savoir dans quelle machine à laver on est passé. Et l'intérêt, ce n'était pas de perdre nos couleurs, hein, mais c'était de se professionnaliser et surtout de perdre personne en route. Donc le parti pris, ça a été de se dire, on n'est pas des formateurs dans l'âme, mais on est des passionnés. Donc, les gens qui feront l'essaimage seront des gens du métier, qui seront les transmetteurs de nos outils en priorité.
Donc voilà, donc les gens qui font l'essaimage chez Accor, ce sont d'anciens chargés de relations entreprises qui portent le maillot, comme on dit, et qui le mouillent devant les autres pour montrer que ce qu'on fait, c'est possible, c'est indolore et en plus, ça peut faire du bien. Voilà, ça, il fallait vraiment qu'on se trouve une petite équipe de ce côté-là. Ensuite, il a fallu au-delà de ça, qu'on entraîne avec nous tous nos salariés. Voilà. Là aussi, en 3 ans, on a grandi quasiment de 20 salariés, puisqu'on a 58 salariés aujourd'hui et qu'on était une quarantaine il y a 3 ans. Mais il fallait qu'on amène tout le monde avec nous, parce qu'il n'y a pas ceux qui vont porter la bonne parole, il y a aussi ceux qui accueillent. Quand on dit aux gens de venir chez nous, c'est qu'on les met au milieu de toutes nos équipes pour qu'ils puissent voir comment on travaille. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour impliquer tout le monde et pour tenir le choc financièrement, parce que c'est une vraie question, ben on a changé de modèle économique. Et vous voyez, il y a 1 an, à la même heure, on était une association. Aujourd'hui, nous sommes une SCOP. Voilà, on est passé en SCOP. Et du coup, c'est pas qu'on se sent mieux, mais on est quand même un peu plus à l'aise dans ce modèle économique du coup entrepreneurial qui conserve des valeurs fortes, mais de solidarité et d'implication des salariés. Et je pense sincèrement, même si on est au tout début de cette deuxième aventure qu'est la SCOP, ça va nous amener une rampe de lancement en interne par rapport à l'implication que pourront y mettre les salariés dans l'essaimage. Notre volonté, c'est que la petite équipe d'essaimage qu'on a, c'est 5 personnes à peu près aujourd'hui, mais grossissent au fil de l'eau. Et notre objectif, c'est que certes, le creuset se trouve à Pau, là, de l'endroit où je vous parle, mais si on veut un modèle performant plus tard, il va falloir que chaque territoire où nous sommes présents en termes d'établissement soit un territoire aussi essaimeur. Voilà, donc en fait, dans une SCOP, on va pouvoir mobiliser les gens, les impliquer et faire que partout où on sera présent ailleurs, puisqu'on s'est fixé une croissance de 2 établissements créés par an pendant 5 ans, qu'on puisse avoir autant d'établissements que d'endroits à partir desquels on essaime. Voilà, ça a été une grande réflexion. Du coup, c'est un joli challenge parce qu'on se dit avec mon associé Cyril qu'on est en train de vivre la deuxième partie de notre vie professionnelle. Donc, pourquoi pas? Merci Jean-Pierre Rangeau. Je crois que ce sera le mot de la fin pour clôturer cette première table ronde. Merci à tous nos intervenants.